BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et bonjour à toutes et à tous, bon week-end et merci d'être là, fidèles, je le sais, à De quoi je me mêle. Vous le savez, toutes les semaines, on plonge dans l'actu high-tech depuis 25 ans, les amis. Et oui, cette année, nous fêtons les 25 ans de quoi je me mêle. Le temps passe très très vite, en tous les cas, toujours très heureux de vous retrouver. Donc chaque week-end, l'exclu, vous le savez, le vendredi sur la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi en podcast audio. Et puis le week-end, bien évidemment, à la radio et à la télé sur BFM Business. Avec au sommaire pour ce De quoi je me mêle, tout à l'heure en deuxième partie, c'est Lionel Paris qui viendra nous rejoindre pour nous parler de télécom et de la 5G+. Ça y est, les opérateurs français sont prêts. Orange a communiqué sur l'arrivée de la 5G+, même pour le grand public. On essaiera de comprendre ce que ça apporte. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ? Eh bien Lionel a planché le sujet, il nous racontera tout. Le hashtag DQJMM bien sûr, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur Twitter et évidemment X, puisque c'est la même chose. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT avec un casting inédit, mesdames, messieurs, cette semaine. Damien Licata Caruso est là. Salut Damien. Bonjour à tous. Heureux de te retrouver. Merci pour l'invitation. Journaliste tech au Parisien. Et oui. Et bien voilà. Et j'espère que vous lisez Damien tous les jours. J'espère aussi. Sur le Parisien. Ah oui. Voilà. On a un public fidèle, comme chez vous. Tout à fait. Et j'espère aussi que vous lisez Manuel Paquette. Salut Manuel. Bonjour François. Ravi de te retrouver. De même. C'est vrai, duo inédit, tous les deux. Voilà, d'habitude, on retrouve Anthony ou Nicolas Guyot et puis d'autres aussi, Éric Le Bourlou. Et bien là, voilà, duo inédit pour commenter l'actu. Emmanuel Paquette, que vous pouvez lire aussi dans l'Informé. C'est ça. Ce nouveau rendez-vous, enfin nouveau, ça fait 2 ans maintenant, l'Informé, c'est ça. Bravo. Qui propose des exclus dans le domaine de l'économie, des médias, etc. etc. C'est un média qui est payant. Oui, exclusivement. Voilà, mais qui apporte une information, on va dire, ultra premium, d'où le modèle économique c'est l'objectif, du payant. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera du news que tu as publié, que tu as copublié, concernant la bataille du Wi-Fi 7 entre les opérateurs télécoms. Voilà. Ça sera notre petit module bonus. Donc, si vous nous écoutez, si vous êtes avec nous en audio, restez là pour cette exclusivité, le petit module bonus. Bon, messieurs, on commence par Apple. Une fois n'est pas coutume, parce que, mine de rien, Apple est en train, vous le savez, de se métamorphoser un peu avec Apple Intelligence. Bon, alors, la métamorphose est un peu lente, si vous voulez. Je veux dire, la mue prend du temps. Oui. Mais en théorie, avec la 18.4 qui devrait arriver en avril, on devrait quand même commencer à goûter à quelques fonctionnalités IA. Mais ce n'est pas de cela dont on va parler. C'est plutôt une mise à jour massive qu'on retrouverait dans les mois qui viennent, une mise à jour de l'OS qui serait vraiment importante, Emmanuel. Oui, effectivement. Alors, c'est des OS, visiblement, puisqu'il s'agit de l'iPhone OS, de l'iPad OS et puis du Mac OS. Et l'idée, c'est de faire justement une harmonisation des 3 OS sur les différents types de terminaux. Alors, c'est Bloomberg qui révèle que Apple y travaille, avec donc une nouvelle interface un peu revue, enfin même extrêmement revue. Wow. Probablement la plus grande modification depuis quasiment plus de 10 ans. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur le Vision Pro, qui n'a pas été un grand succès commercial. Mais l'interface, elle, est plutôt réussie, donc notamment avec des applications qui sont sous forme d'arrondi plutôt que sous forme de carré. Oui. Et puis une transparence accrue par rapport à la surimpression, par exemple, de ces applications. Donc cette Vision Pro OS qui équipe donc le casque aujourd'hui permettrait arriverait en fait sur tous les autres types d'appareils pour harmoniser tout cela. Alors on n'en sait pas plus, Apple ne s'exprime pas tant que vous savez. Tant que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas, exactement. Mais bon, Bloomberg est généralement plutôt bien renseigné, plutôt sérieux. Oui. Donc et puis comme tu le disais en préambule, c'est peut-être un moyen de faire entendre un peu que Apple rattrape son retard sur l'intelligence artificielle. Ça peut occuper les esprits, occuper la presse, notamment nous, et occuper surtout les utilisateurs en les poussant à acheter un nouvel iPhone avec une nouvelle interface qui sera préinstallée dessus. Oui, je vous rappelle que la WWDC c'est en juin, comme toujours. Peut-être qu'on aura des bribes de ce nouvel OS. Certainement. Est-ce que c'est à ton avis un contre-feu justement, un petit leurre comme ça qu'on jette en pâture aux utilisateurs? Un petit peu chagrin, mais on peut se dire qu'il y a plusieurs contre-feux. Là, il y a effectivement les difficultés à mettre en place l'intelligence artificielle, alors
alors que les concurrents, Ah ouais. OpenAI et Google, ils arrivent à mettre ça en place très très rapidement. Et aussi peut-être plutôt lancer un contre-feu sur l'iPhone 17, qui est très attendu, qui est censé avoir un design vraiment révolutionnaire, parce que ça fait quelques années, pareil, qui piétine un peu. Donc peut-être qu'on essaie de changer un peu la forme et sans changer forcément le fond. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à quelque chose de pas trop déroutant, parce que si on se rappelle un petit peu 2013, iOS 7, les gens n'avaient pas vraiment apprécié. Il y avait eu des campagnes sur les réseaux sociaux pour revenir à la version précédente. Il y avait eu quelques tâtonnements, on va dire, d'Apple. Voilà, on va voir si cette fois-ci, ils ont réussi à intégrer des changements pas trop brutaux pour les pauvres utilisateurs d'iOS que nous sommes. Ouais, c'est vrai que c'est important. Enfin, aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines, voire peut-être 1 milliard de personnes qui ont des iPhones. Je ne sais pas combien, mais ça doit être monstrueux. Quand tu appuies sur le bouton pour mettre à jour ton téléphone, quand tu es chez Apple et que tu dis « Ok, bah, je vais changer l'interface de centaines de millions de terminaux on doit avoir un peu la petite goutte de sueur quand même. On part du principe que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, voilà, clair, que les gens chez Apple sont des passionnés, on va dire, donc passionnés autant dans l'innovation que dans les critiques. Donc il y a toujours un petit risque à se lancer dans un grand chantier comme celui-là. Alors la différence quand même, c'est que si ça s'appuie sur l'interface du Vision Pro, c'est que ça peut être déjà testé auprès du grand public. Ouais. Ça. Donc d'avoir des du grand retours, public, le grand une public, certaine partie du grand public, deux, une minorité du grand personnes. public. Non, j'exagère. Globalement, l'interface a plutôt été saluée, l'interface du Vision Pro. Donc il y a fort à parier quand même que là, il y ait peut-être un peu moins effectivement de personnes un peu conservatrices qui veulent conserver l'environnement qu'ils maîtrisent bien face à ce nouvel OS. Donc moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Là, ils partent pas de zéro. Donc bon, voilà. On verra. Hein. Bah après, c'est toujours le même concept. Hein. On a des icônes, il faut cliquer dessus pour lancer l'appli, si tu veux. Donc, bon, voilà. Ouais, mais après, il faut voir effectivement l'ergonomie, si le design, en fait, de tous les services dont on se sert au quotidien change. Comment change la navigation, parce que la grande promesse du Vision Pro, c'était aussi de changer la manière d'utiliser l'informatique. Donc, est-ce qu'on est dans ce même niveau-là d'exigence ? Et on va juger sur pièce, et je pense qu'on aura déjà un premier aperçu effectivement en juin, où ils vont essayer de mettre un peu l'eau à la bouche de tous les développeurs du monde pour se projeter sur la rentrée et sur la keynote. Je ne sais pas si vous avez téléchargé la bêta de 18.4, donc on va dire l'OS qui vous permet de goûter à l'intelligence artificielle, à Apple Intelligence. C'est un peu déroutant. Hein. Il y a des fonctionnalités qui sont déroutantes. Typiquement, le mail change beaucoup. On vous trie les mails de manière totalement différente par rapport à avant. Et le mail, on est tout le temps dessus, quoi. Ouais. Donc, c'est pas anodin. Il y a la petite fonctionnalité résumée, le mail qui marche plutôt bien. Donc, enfin, vous allez voir quand vous le téléchargerez. Il y a quelques petits changements. Et ça devrait arriver bientôt, hein, je crois. En avril, bien sûr. Ouais. C'est ça. Mais malheureusement, sans Siri. Oui. Siri, le Siri plus intelligent qu'on nous promet depuis quelques temps. On a eu quelques démonstrations dès juin l'année dernière qui donnaient vraiment envie pour le coup. Donc, c'est un peu décevant malheureusement de devoir attendre. Siri... Mais bon, pour une fois, on attend en même temps que les Américains qui, eux, ont été ainsi un peu déçus. Donc, pour une fois, on a le même statut. Bon. Tu attends ce nouveau Siri intelligent ? Non, moi là-dessus, j'attends pas grand-chose. J'ai jamais été un grand utilisateur de Siri en général, mais Alexa non plus. Enfin, c'est pas trop mon truc. Surtout quand je sais qu'il y a eu un procès contre Apple parce qu'il y avait des gens qui écoutaient de l'autre côté. Donc, ça l'est encore moins aujourd'hui qu'hier. Donc voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, on va suivre ça de près, bien sûr. Encore une petite info côté Apple et du Vision Pro. Vous savez que le Vision Pro est pour l'avoir testé, enfin, je pense que on l'a tous testé sur ce plateau, c'est quand même assez impressionnant. Depuis tout à l'heure, on charrie un petit peu ce produit parce que c'est vrai que ça marche pas. Mais au-delà du fait que ça coûte plus de 4 000 €, l'expérience est quand même assez impressionnante. Hein. Je veux dire, la qualité de définition des écrans, etc. On est vraiment dans un environnement immersif. Et on voit qu'Apple investit pas mal, Emmanuel, sur du contenu, parce que effectivement, c'est en ayant du contenu qu'on pourra se rendre compte vraiment de la, comment dirais-je, de l'avancée en fait de ce type de technologie. Ouais. Et ça avance. Ça avance. Bon, là, il y a ton groupe préféré, Metallica, enfin celui de notre époque. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je suis pour les plus jeunes fan de Metallica. T'as jamais été fan? Non. Toi, ouais, t'aimes bien? Ah ouais, pas mal. Ouais. Ah ben voilà. Dans ma jeunesse. Hein. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a de Metallica en fait? Alors donc, ils ont enregistré un concert pour le Vision Pro. C'était leur concert de Mexico de septembre dernier. Donc ça sera une 30aine de minutes. Et donc, ça a été pensé, capté
pour le Vision Pro. Donc il y aura probablement, alors là il faudra le tester quand il va sortir, c'est dans les prochains jours, un côté immersif de se retrouver carrément dans le concert de Metallica, puisque je pense qu'il y a peu de gens qui ont pu faire le voyage jusqu'à Mexico pour aller les voir. Donc on attend de voir ce que ça va donner, si c'est un apport important, comme tu le disais, en termes de contenu sur le Vision Pro, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir la meilleure interface du monde, il faut quand même avoir des contenus adaptés, justement pour attirer le grand public. Voilà, pour qu'on s'en prenne plein la figure. Exactement, pour en prendre plein la figure, ouais, c'est ça. Plein les oreilles, là aussi, en l'occurrence. Ouais. Alors, il y a Metallica, puis je ne sais pas si vous avez suivi, il y a U2 aussi. Oui. Il va avoir un contenu qui va être disponible à la fois sur Apple TV pour tout le monde à la télé, et ça sera un documentaire qui racontera la vie du groupe U2. Et il y aura une version spéciale Vision Pro, puisque je vous rappelle que U2 a fait pas mal de concerts dans la sphère, et c'était donc en 180 degrés, et je pense qu'ils doivent récupérer des images de cette sphère. Et alors, deux groupes de notre époque, hein, t'as remarqué. Mais pas là, les copes de Damien, je pense. Non, mais Damien, c'est Laurie. C'est quoi, Laurie Non, Laurie, non. Non, c'est pas Laurie, c'était quoi? Non, je plaisante. Ouais, je sais pas, il devrait bien avoir des groupes un peu plus sympas, non, un peu plus de hip-hop que de Laurie. Un peu de hip-hop. Non, mais ça montre que c'est quand même des gens plus âgés, avec un fort pouvoir d'achat. Donc c'est ceux qui ont pu se payer le Vision Pro. Mais aussi U2, si on se rappelle bien, ça a toujours été un groupe historique exploité par Apple. Ils avaient lancé plusieurs services, avaient fait appel à U2, ils avaient même conclu une keynote à un moment. Il y avait une espèce de mini-concert. Il y avait une pub avec Elevation, je crois, de mémoire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'ils avaient... en fait, Apple avait offert à tous les utilisateurs d'iPhone ou quelques chansons ou un album qui sortait, il y avait un arrivait directement en téléchargement sur votre téléphone. C'était l'époque où on téléchargeait encore des chansons. mes vieux amis. Et non, il n'y avait plus de DRM, parce que j'étais en train de me souvenir le cauchemar de tous ces trucs-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même. C'était quand même assez... Les DRM, c'est vrai. Tu téléchargeais des chansons que tu payais, je ne sais plus quoi, 1,50 € ou 2 €, mais tu ne pouvais pas les lire sur un baladeur MP3. Tout à fait. Il fallait acheter un baladeur spécifique qui n'existait pas d'ailleurs la plupart du temps. Enfin, c'était un cauchemar ce truc-là. Voilà pour Apple. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu? Plein de bonnes choses. Il y a un autre sujet qui est très intéressant, c'est en fait comment dirais-je, la guerre des satellites aujourd'hui. La guerre des satellites et notamment des télécoms sur les satellites. On parle beaucoup de Starlink, et dans ce contexte géopolitique et la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'on a pointé du doigt un petit peu l'invention d'Elon Musk, parce que voilà, on a pu se poser la question de savoir si Elon Musk allait arrêter ou non le service Starlink en Ukraine. Il l'a démenti, il a dit qu'il ne l'arrêterait pas. Je ne sais pas si vous avez suivi ça sur X. Mais malgré tout, il y a eu une espèce d'électrochoc quand même en Europe, en se disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe si demain Starlink, Elon Musk appuie sur le bouton stop Starlink en Europe ». Et là, Eutelsat est sorti un petit peu du chapeau avec OneWeb. Exactement. Et c'est un peu le sujet tech du moment. Est-ce que OneWeb peut se substituer en fait à Starlink? C'est la bonne question. A priori, non. Parce qu'aujourd'hui, OneWeb. Merci beaucoup, Emmanuel. Non, mais tout simplement à cause de la densité des satellites. Eutelsat, oui, bien sûr. Je vous le passe après. Merci. Non, mais parce qu'ils ont simplement 600 satellites, donc ce qui est beaucoup. Mais en face, Starlink en a 7000. Donc, et comme on le sait, on le voit de plus en plus, c'est que ces satellites en orbite basse tombent beaucoup plus rapidement que les autres satellites. Donc, il faut en relancer pour en remettre de nouveau et en avoir un volume suffisamment important pour pouvoir couvrir avec une très bonne qualité de débit et de latence. Il en faut un maximum dans l'espace. Et c'est vrai que là, il y a un facteur 10 quand même entre Telsat et Starlink. Et alors, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, tout est né en fait, d'un tweet d'Elon Musk dans lequel il disait « Si demain je coupe Starlink, et ben, en fait, l'armée ukrainienne s'écroule. » Tout à fait. Donc tout le monde s'est dit il va couper Starlink. Donc, et là, il a même fait un tweet où il a attaqué directement le ministre des Affaires étrangères polonais en lui disant « Calme-toi, petit homme ». Oui. Voilà. Alors que c'est la Pologne qui paye les stations de base Starlink aujourd'hui. Voilà, ça coûte, en fait, la Pologne disait ça coûte 50 millions de dollars par c'était moins que ça, je crois. C'était 5 millions par an. Je sais plus exactement. Et Elon Musk a dit oui, ça c'est une fraction du prix qu'on vous fait payer. On vous fait pas payer la totalité du coût. Il y a quand même une évolution. Début de la guerre en Ukraine, c'était gratuit. Ensuite, ils ont réduit le service parce que les Ukrainiens utilisaient beaucoup de bandes passantes. Oui. Et puis surtout pour piloter les drones. Pour piloter les drones qui parfois allaient. Les drones bombes. Oui.
Oui, sur les drones le, kamikazes, ouais. sur le territoire russe. Donc effectivement, ils avaient bridé un peu tout ça. Et puis ensuite, après, les Américains ont retiré une partie de leur financement. Donc il fallu trouver quelqu'un d'autre pour payer. Ça a été la Pologne, Ouais. qui s'acquitte du coup du financement et de l'abonnement à Starlink. Et effectivement, on reste sous la menace de quelqu'un un peu impulsif, on Ouais. va dire, qui est capable de tout couper du jour au lendemain. Donc oui, il faut y réfléchir effectivement à la fameuse redondance qu'on a besoin dans tous les services. Et c'est vrai que les Ukrainiens sont très dépendants de ça. Ils n'ont Alors, absolument plus de structure au sol. Ouais. Donc, C'est bien 50 millions de dollars par an. C'était 50 millions, Ah ouais, d'accord. Pologne. Ok, ouais, Donc, je pense que c'était moins, ouais. et enfin voilà. Et du coup, ça a ouvert un deuxième front Oui. en Europe, qui est l'Italie, puisque Mm. l'Italie veut aussi avoir une constellation de satellites. Ils étaient en discussion assez avancée avec Starlink, ce qui crée des tensions au niveau de l'État et du gouvernement d'un côté, du président italien de l'autre, qui disait mais c'est américain, vaut mieux peut-être une solution italienne, voire une solution européenne. Et donc, Eutelsat essaie de se repositionner aussi sur le marché italien. Elon Musk a dit qu'il était prêt à rencontrer le président italien pour pousser son offre. Donc voilà, en fait, l'Ukraine est en train de montrer et de démontrer à Oui. l'Europe que est-ce qu'il faut se mettre entre les mains d'une technologie Bien américaine sûr, bien sûr. ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir une technologie européenne ou nationale? Et je crois qu'il y a même, enfin, il y avait des projets entre Giorgia Meloni et Elon Musk concernant même un pas de tir qui Oui. devait être fabriqué, en tout cas construit en Italie, pour avoir une espèce d'antenne de lancement de satellites en Europe. Et je crois que ce sujet est un peu en suspens depuis tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, Exactement, ouais. et au-delà de la catastrophe Tesla et Oui, exactement, ouais. On pourrait peut-être même en parler de ce truc-là parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe. Oui, alors Elon les Musk, chiffres du premier trimestre sont c'est catastrophiques. catastrophique. L'association des constructeurs automobiles dit que les ventes de Tesla ont chuté de moitié sur le premier trimestre 2024. Et en Chine, c'est 49% de chute au premier trimestre. Alors la question, c'est de savoir, c'est là où on sait, est-ce que c'est les turpitudes d'Elon Musk qui nuisent à l'image de Tesla et donc aux ventes de Tesla? D'autres disent non, non, vous inquiétez pas, c'est juste qu'une future Tesla va arriver, une Tesla un peu moins chère dans les prochains mois, et qu'en réalité, c'est simplement des commandes qui sont en fait retardées, décalées au prochain mois avec cette nouvelle Tesla moins chère et plus abordable qui va arriver. Il y a probablement un peu des deux, voire beaucoup du premier, c'est-à-dire Elon Musk. Parce qu'on voit aujourd'hui que quand vous avez une Tesla, le regard des gens sur vous change par rapport à avant. C'est quand même un peu dingue, hein, quand même, le lien très fort entre ce PDG, enfin ce dirigeant et sa société. Et du coup, ces turpitudes entachent l'image de Tesla aujourd'hui. C'est le problème que quand un dirigeant aussi clivant incarne tellement sa marque, la marque en devient complètement dépendante. Et quand l'opinion publique se retourne, forcément, les ventes en pâtissent. Mais ça s'applique finalement à tous les commerces d'Elon Musk. Bon, pas forcément SpaceX et Starlink qui, eux, business as usual, mais c'est vrai que Tesla, c'est beaucoup plus compliqué. X est devenu aussi une cible. Ouais, Enfin, on va en parler dans un instant d'ailleurs de X, parce que c'est vrai que une mauvaise passe, effectivement. c'est pas joli. Ben voilà, encore, on va dire un autre nœud sur la corde d'Elon Musk. Et celui-là, en plus, la corde est allée dans l'eau, si vous voulez, et le nœud est compliqué à défaire. Hein. Et puis là, ce qui a choqué il y a 2 jours, c'est Donald Trump qui a fait la promotion de la Tesla pour essayer de relancer les ventes aux États-Unis en montant dans une Tesla rouge en disant moi, je vais l'utiliser. Elle est formidable. Le président des États-Unis qui fait la promotion. Oui. d'une boîte privée. En fait, c'était sur le parking de la Maison Blanche où il y avait une espèce de présentation on serait cru dans une concession Starlink, quoi. Ouais, exactement. Et ça ressemble de plus en plus à une forme de kleptocratie entre un élu et des milliardaires. Et on se rend compte que cette posture qu'a Elon Musk est en train de lui jouer des tours. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui ne sont pas du même bord politique que Donald Trump et qui ont une Tesla, qui utilisent les services d'Elon Musk et qui n'arrivent pas à faire le distinguo finalement. Et ça commence à être compliqué. Je ne sais pas si tu te souviens, en fait, il y avait eu cette formule qui était relayée dans la presse de Xavier Niel, qui lui était attribuée, je ne sais pas si elle était juste ou pas. Il avait dit, quand on lui posait la question, est-ce que vous allez vous présenter à la mairie de Paris? Et il avait répondu, la meilleure façon de devenir millionnaire quand on est milliardaire, c'est de se lancer en politique. Et là, pour le coup, c'est ce qu'est en train de prouver Elon Musk. Oui, c'est ça. Il n'est pas encore millionnaire. Hein. Non. Il reste milliardaire. Il reste milliardaire. Mais il a perdu la moitié de sa potentielle fortune. Exactement. On dit toujours potentiel, parce que c'est des actions. C'est le cours de bourse, donc il peut remonter. Voilà. Et du coup, il y a aussi les investisseurs américains qui se retournent contre lui parce qu'il y a beaucoup de fonds de pension américains qui ont investi dans les actions Tesla et dans les autres activités. Qui ont des sueurs froides, là. Et qui commencent à voir les courbes rouges, la négativité qui s'installe. Ils commencent à avoir des sueurs froides. Et à un moment aussi, le problème, c'est que ces gens-là, ce sont aussi des électeurs. Donc il va y avoir aussi, sur le long terme, peut-être d'autres complications. Un mot sur X, quand même?
Oui, alors la Pas- cyberattaque qui Voilà. est survenue en début de semaine. Pareil, Elon Musk a tout de suite pointé du doigt une responsabilité ukrainienne en disant que l'attaque venait d'Ukraine. Alors il se trouve que les sociétés de cybersécurité estiment que c'est une simple attaque DDoS, donc par déni Oui, de service. oui. Mm. Enfin, Alors, le truc habituel. le quoi. truc habituel, Il y a des exactement. millions de Mais qui de était personnes, quand même, de requêtes. Exactement, Il y avait- simultané. qui vont saturer les serveurs, mais Voilà. dans l'ampleur et la durée, c'était quand même, on était dans une autre échelle en termes Alors d'attaque. lui, c'est ce qu'il a Ouais. dit. En réalité, visiblement, il y a des sociétés de cybersécurité qui disent qu'en fait, son Cloudflare, qui était le système pour bloquer les attaques DDoS, était mal configuré chez X. Waouh. Et donc, ça serait une erreur interne chez X qui aurait laissé passer le truc, parce que des attaques DDoS, même massives, il y en a souvent en fait. Ça arrive en fait quand tu vires la personne qui est c'est Oui, ça. c'est chargée ça. des C'est mises ça. à jour. C'est Ouais, le c'est problème quoi. S'il Ouais. n'y a plus le personne. département, bon, bah, le département cloud n'existe plus. Non, chez non, X. il l'a dodgé, c'est Oui, c'est terminé. ça. Après, ça a duré quelques heures. Oui. Ils ont réussi à réparer le truc Assez vite. rapidement. Ouais, Moi, j'ai exactement. pas eu d'impact. En plus, je crois que c'était par région. Oui, c'est ça, finalement. parce que C'était moi en non plus, j'ai décalé, rien ouais. vu. C'était en décalé. Ouais. Voilà. D'habitude, ça commence souvent aux États-Unis, mais non, c'était vraiment dans des régions complètement différentes. C'est Et ça. en France, c'était par vague. Oui. À un moment, ça bloquait, des moments, ça repartait. Enfin, Non, mais pour dire, Étrange. si vous voulez, enfin, je fais de recommandations à personne, mais si vous voulez cibler un site internet et lancer une attaque DDoS, en fait, vous pouvez louer en fait des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux zombies d'appareils ouais. qui ont été Ok. vérolés. D'accord. Ça peut être les nôtres, hein, d'ailleurs, Ouais, ça peut bien être nos sûr. ordinateurs, nos Ouais, caméras, etc. ton frigo puis- connecté, François. Voilà, Ah, exactement. je m'en doutais. Bah oui. Ah, parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, je sens qu'il y a un truc Il y a un bizarre. truc. Et en fait, à ce moment-là, un maître dit à tous les appareils dits zombies de se réveiller et d'attaquer simultanément un serveur. Et donc ça se loue sur le dark web. Vous pouvez acheter pour quelques centaines ou milliers d'euros des capacités d'attaque. Donc pas besoin d'avoir des connaissances high-tech. Ok. Il suffit d'avoir un peu d'argent, se Mm. connecter et de louer des réseaux d'attaque comme ça, de manière pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc voilà, donc Ouais, ça ce qui nécessite en pas plus grand-chose. complexifie, on va dire, l'enquête après. Oui. Parce que effectivement, si on loue un service, Ouais. On ne sait pas qui. Voilà, Ouais, qui c'est va, très ça va être compliqué, compliqué de justement, de- remonter. Quoi. Exactement. Il suffit que tu payes des cryptos. Ou Bah des déjà, choses tu comme peux ça, voir les machines qui attaquent. Donc là, il a vu que les machines étaient situées en Ukraine, mais Mhm. ça veut rien dire en Ouais, ça fait. veut rien dire. Parce bien que sûr. faut savoir où est le maître qui active les appareils zombies. Et Exactement. une fois que vous avez même le maître, entre guillemets, il faut savoir par qui il a été payé. Donc voilà. Ça demande une vraie enquête de renseignement en fait. Ou de police. Oui, l'attribution ne se fait pas en quelques tweets. Non. Il faut quand même remonter la chaîne de responsabilité C'est ça, avec ouais. plein d'intermédiaires. Effectivement, ça coûte pas si cher que ça à l'acheter. On va d'ailleurs afficher un code de réduction pour tout le monde, mais voilà, ça coûte pas si cher de s'en prendre à un service. Mais normalement, quelque chose comme X, une plateforme aussi systémique, il y a des pare-feux, il y a tout un système. Voilà. Il suffit de le mettre à jour et D'ailleurs, Elon éventuellement, Musk l'a dit, ils se font attaquer perpétuellement. Exactement. Oui. D'habitude, Ouais, c'est ouais, totalement indolore. En Oui. fait. Mais là, visiblement, Il y a eu un problème. Il y a eu On sait un pas couac, où, mais il y a eu ouais. un problème. je pense que le gars du cloud, qui était le seul à son étage, est parti. il s'est fait virer. Il s'est fait Il virer. s'est fait virer et sa boîte mail ne fonctionnait Ne plus fonctionnait et le badge non plus de, Voilà. de la Et là- cantine. Et là, c'était pas un terminé. déni de service. Non. Là, c'était. Ça s'est coupé. Voilà pour Elon Musk. Bon, faut-il s'en inquiéter? Je pense que évidemment là, c'est une mauvaise passe. Je pense qu'après tout va plus ou moins s'arranger. Ça risque de prendre du temps. Il faut voir parce qu'effectivement, entre Starlink où il perd des contrats, Ukraine, peut-être Italie, Oui, etc. oui, c'est clair. La Tesla qui va pas bien. C'est sûr que c'est chaud. Et puis, il faut se rappeler aussi que normalement, Donald Trump n'aime pas trop les losers. Donc, peut-être qu'à un moment, ça va créer aussi Waouh. des petites tensions entre eux. Oui, Voilà. puis la guerre commerciale avec les taxes sur les produits, les 25%, etc. Si ça touche l'aluminium, si ça va toucher indirectement aussi l'automobile. Bien Donc Tesla, les prix des Tesla vont peut-être augmenter en Europe. Bien Donc sûr. c'est pas une très bonne nouvelle non plus pour lui. Hein. Non, bien sûr. Dans l'actualité, on revient en France avec eh bien, un service que nous utilisons en matière de santé, c'est la carte vitale. Eh bien, la carte vitale arrive en dématérialisé, un peu comme la carte d'identité, un peu comme le permis de conduire. Vous savez qu'il y a cette démarche qui est très louable d'ailleurs, de vouloir stocker sur votre téléphone dans une enclave sécurisée via une appli tous nos documents d'identité. C'est pratique. Alors, c'est pas encore la panacée parce que malgré le fait que ce soit hyper sécurisé, ça ne remplace pas vraiment une carte d'identité. C'est-à-dire que si vous prenez l'avion et que vous n'avez pas votre vraie carte d'identité, que vous montrez votre carte d'identité sur le téléphone, ça ne marche pas. Je crois que la SNCF commence
à- SNCF l'accepte dans le cadre de contrôle, Voilà. mais ça a pris beaucoup de temps. Et effectivement, il y a eu aussi quelques mésaventures pour certains qui pensaient que ça allait passer facilement. Mais bon, c'est toujours mieux que de montrer une simple photocopie ou un scan de son document officiel, sûr. parce qu'il y a une certification Bien derrière. sûr, et puis c'est Le sécurisé. problème, c'est de mettre en place, de populariser tout ça et que tout le monde soit au courant que ça existe. Et puis, il y a plein de démarches administratives à faire en amont pour sécuriser ces documents-là. C'est le cas de la carte d'identité nationale électronique, du permis de conduire aussi. Il faut en amont en fait récupérer déjà la dernière version, la version carte bancaire, avec la carte, avec la puce NFC qui va bien. Et en fait, ça complique tout ce cheminement qui va vers la dernière étape, qui est la carte vitale dématérialisée, qui va apparaître en fait sous la forme d'une carte virtuelle avec un petit QR code. Mais le dernier obstacle, c'est que peu de professionnels de santé en fait ont le lecteur de ce QR code. En fait, à la fin, on met le système, mais on n'a pas tous les outils pour l'intégrer. Et je veux comprendre aussi qu'il y avait que 24 départements ou 24 régions qui étaient. Là, c'est étendu au territoire national. C'est une première phase de test qui maintenant est étendue à tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, tu arrives chez le médecin, admettons qu'il ait le terminal adéquat. Un lecteur, ouais. Tu vas poser ton téléphone comme si tu payais, en fait. C'est C'est ça plus scanner un QR code pour l'instant. Ah, c'est un scan. Ouais. Ah, d'accord. C'est même pas la puce NFC Ouais. du téléphone. Non, D'accord. non, pas encore. Ça sera dans 10 ans. Non, Non, arrête, non, mais non. Encore du des French bashing, fétiches, franchement. ça, tout de suite. Ouais. Déjà, Non, mais franchement, c'est voir bien. l'administration progresser aussi rapidement, moi je trouve que c'est un grand motif d'espoir pour tout le monde et que Il est prêt voilà. à faire de la politique. Ah, T'as vu un peu les clairement. phrases qui Non, sortent parce c'est le que Parisien. C'est un grand Bah, motif c'est d'espoir, mes chers compatriotes. Je vais d'abord être milliardaire pour devenir millionnaire. Et je vais après- commencer par être milliardaire d'abord. Bon, d'accord. C'est quoi ton invention? Je vais tout La presse. dématérialiser. Tu vas tout dématérialiser. Voilà, en commençant Ok. par la presse. Et attention, parce qu'on parle de cette carte d'identité, c'est un sujet très intéressant, mais il faut avoir la nouvelle carte d'identité sécurisée, Eh oui. qui est au format carte bancaire. Parce Tout à que fait. si vous avez l'ancienne, comme moi, bah, Ouais. ça marche pas. Et pareil pour le permis. Hein. Et pareil pour le permis De aussi. conduire, ouais. Oui, il faut un permis récent. Oui, le Ça. dernier, oui. Ouais. Voilà pour cette petite annonce. Tiens, on va parler maintenant de iRobot. iRobot, le Roomba, enfin voilà, qui a été, comment dire, l'une des stars des robots aspirateurs il y a quelques années. Je crois que c'était les premiers, finalement. Le premier à se en lancer sur ce 2002, marché. le Voilà. premier robot qui faisait uniquement aspirateur, mais qui était fondé par des gens du MIT. Donc on était dans une application de la robotique, de ce qu'on appelait l'IA à l'époque, mais qui était les prémices de tout ça. Et 2002, effectivement, le premier robot. 2002, le Waouh. premier modèle de Roomba, de iRobot, qui avait quelques défauts, qui se prenait quelques meubles aussi, on va m'étonnes. pas se mentir. En 2002, Voilà. bon, déjà, il ressemblait à une énorme table basse. C'est ça. Et puis il se cognait dans toutes les tables Voilà, basses qu'il autonomie de 3 rencontrait. minutes. Voilà. Et puis dépendait d'un Wi-Fi qui lui aussi faisait ses grands débuts. Donc voilà, et c'était un petit peu problématique. Ils ont évolué. Leur apogée, ça a été le Covid, où on avait besoin de nettoyer. On était beaucoup chez soi et on se rendait compte que finalement il y avait beaucoup de poussière et que c'était intéressant de faire passer un robot parce qu'il le fallait à un moment ou à un autre. Mais bon, entre-temps, il y a des concurrents chinois qui sont arrivés, Ouais. qui ont commencé à faire de l'innovation, qui ont tout chamboulé et qui ont fait tout simplement mieux pour moins cher. Donc iRobot est dans une situation financière compliquée. L'année dernière, on l'a bloqué un rachat d'Amazon qui aurait pu les sauver, Ouais. réinjecter de l'argent. Et là, on a pu voir que même s'ils ont lancé en début de semaine une nouvelle gamme, un peu moins chère et un peu plus innovante de robots qui à la fois aspirent et lavent, eh bien, ils se retrouvent dans une difficulté financière. Le cours de l'action est plombé et il commence à être un peu dans le dur. Emmanuel. Ouais, effectivement. Alors moi, je pense qu'ils payent l'affaire Amazon. Hmm. Parce que l'acquisition d'Amazon, en fait, a pris pas mal de mois, pas mal d'années même. Quasiment un an et demi. Ouais, c'est ça, parce que les autorités de régulation devaient se positionner sur ce rachat, que l'Europe a visiblement voulu dire non. A mis son veto sur le côté collecte de données. Collecte de données, Ouais. et puis éventuellement, justement, tu parlais des constructeurs chinois, que Amazon mette en avant iRobot sur sa Bien sûr, il y a plateforme un problème de au détriment concurrence. des concurrents chinois. Et donc, finalement, quand il y a une acquisition comme ça qui doit se faire, toutes les équipes sont dessus. Et donc, tout ce qui est roadmap, donc les prochains produits, etc., c'est un peu laissé de côté. Ils ont dû faire un emprunt, même à un moment donné, pour pouvoir survivre. Et là, depuis quelques jours, ils se font massacrer en bourse Ah oui. Ouais. parce qu'ils ont Moins sur de leurs nouveaux 30%, produits. Ouais. Et c'est vrai, tu disais, l'opération de la dernière chance, c'était Amazon, qui mettait 1,4 milliard sur Ouais, la c'est table. ça, Je sais pas exactement. si vous vous souvenez, bon, c'est quand même beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Tout ça pour la poussière.
tout ça pour... Mmh. Oui, c'est sûr. Mmh. Et puis voilà, c'est tombé à l'eau. Et on peut dire que c'est on va dire le lancement de la dernière chance, non, pour C'est iRobot. un peu, ouais, Ça sent un peu jour du ça Seigneur, quand ouais. même. Hein. Effectivement, ça y ressemble. Et du coup, ils sont aussi dans une logique de faire des produits moins chers pour créer du volume. Parce que pour se positionner face à des Ecovacs, Roborock, toutes les marques chinoises qui ont débarqué. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ces marques-là, ces marques chinoises, ne font pas que de pâles copies. Non, elles ont été d'iRobot. les premières, par exemple, à faire un système où le laveur va se surélever quand il rencontre un tapis. Donc un truc très simple, mais iRobot ne l'a pas fait au début. De mieux cartographier, d'utiliser les capacités des capteurs qui coûtent très cher, mais qui à la fin sont très utiles, comme le lidar. Voilà, de créer de la vidéo, d'avoir un retour dans son pilotage à distance. Toutes ces innovations-là, elles ont été malheureusement impulsées par les concurrents, et ça a un peu plombé iRobot, qui était l'acteur historique. Après, moi, je me méfie aussi un peu parce que avec l'administration Trump au pouvoir, comme tu le disais, ces robots, en fait, ils scannent ton environnement et donc ils ont une cartographie de ton appartement ou de ta maison et on ne sait pas où est envoyées ces données. Probablement en Chine. Hein, Oui. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'administration Trump va dire que ça pose des questions de sécurité nationale d'avoir en fait des robots qui scannent votre intérieur. Parce que quand c'est le tien ou le mien, bon, peut-être que ça n'a pas grand intérêt, mais celui d'un militaire, celui d'un homme politique qui est équipé d'un robot chinois, ça peut donner une cartographie de son intérieur. Et donc c'est possible. Après, dans la hiérarchie des menaces, ils vont d'abord essayer de dégommer TikTok, oui, il y a de quoi faire avant. les réseaux télécoms. Il y a quand même 2-3 trucs avant à attaquer. Mais effectivement, iRobot pourrait bénéficier de ce la relance du patriotisme économique. De ce sursis patriotique, mais est-ce que ça suffira ? C'est compliqué. D'autant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des robots pour tout maintenant. Et c'est encore une fois grâce à nos amis chinois. Vous avez donc des robots qui aspirent, des robots qui lavent et qui aspirent. Vous avez des robots qui lavent les fenêtres. J'ai un robot très efficace qui lave les fenêtres. C'est une petite révolution, effectivement, pour accéder notamment à des endroits où on ne peut pas forcément passer. Tu l'as testé, ce truc-là ? Ouais. Qu'est-ce que ça donne alors ? J'ai trouvé ça assez impressionnant, pour tout vous dire. Donc le truc s'accroche. Il s'accroche, vous pouvez le mettre même du coup à l'extérieur, vous le laissez, vous lancez le programme, il a un système de ventouse, il va faire tout le tour, il cartographie comme si c'était un appartement votre fenêtre. Très pratique pour les baies vitrées notamment. Vous pouvez pas accéder, vous êtes obligé de faire appel à quelqu'un, un prestataire. Bon, le prix est quand même suffisamment élevé pour justifier la performance, mais ça va de 300 à 600 €. Donc ça dépend quelle surface vous avez, à quelle fréquence vous allez laver vos vitres, mais j'ai trouvé ça assez impressionnant pour le coup. Il y a même des robots qui nettoient votre piscine aujourd'hui et qui sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont au fond de la piscine. Évidemment, il la cartographie comme on va dire un sol, et puis ils remontent à la surface quand ils ont terminé. Et alors ils vont pas se recharger parce qu'il ne faut pas sortir de la piscine, mais il y a tout un système ingénieux qui fait qu'ils remontent à la surface et vous n'avez plus qu'à le prendre pour pouvoir après le poser sur une... On l'a vu aussi, il y a aussi un modèle qui va se recharger sur une espèce de borne alimentée par de l'énergie solaire. Du coup, en fait, il peut tourner en continu, il peut se lancer un programme. Tous les matins, il va nettoyer la piscine pour vous. Ça, c'est la classe. C'est plutôt pas mal. Bon, il faut avoir une piscine, parce qu'autrement, commençons par ça. Ouais. Ça sert moyen. Et puis, il y avait aussi, tiens, puisque tu parles du CES, ce robot, je ne sais pas si tu te souviens, qui prenait les chaussettes qui étaient avec sur son... le bras, oui, le bras. Mais c'était intéressant parce que c'est la marque chinoise Roborock qui fait ça. Ouais. Et quand on interrogeait ses dirigeants, on disait qu'une fois qu'on arrive à faire en fait ce bras robotisé, on peut mettre n'importe quel autre type de bras. On pourrait avoir un bras plus grand qui viendrait faire, par exemple, les fenêtres, ou qui serait capable de ranger d'autres choses. En fait, une fois qu'on a réussi, c'est comme une preuve de concept, une fois qu'on a réussi à faire ce petit bras-là qui sort du robot, on peut mettre n'importe quelle autre fonctionnalité et outil dessus. Étonnant. Oui, donc c'est pas piraté. Non. Mais on voit, et on terminera là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ces robots sont boostés à l'IA. C'est ce qui leur permet évidemment de mieux appréhender leur parcours, de mieux mémoriser où ils sont passés, etc. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais elle est aussi dans ce type d'objet qui paraît anodin, mais qui est complètement boosté à l'IA. Après, je voulais revenir justement sur les cyberattaques, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Amazon avait subi justement une grosse attaque à un moment donné, et les Roomba ne fonctionnaient plus, parce qu'ils étaient connectés au cloud Amazon. Et donc, c'est là où il y avait justement les cartographies des appartements. Et donc, les aspirateurs ne pouvaient plus se déplacer. Ils étaient totalement perdus.
Donc il y a aussi un problème de sécurité. Oui, bien sûr. Et donc si un jour vous utilisez un aspirateur chinois et que, pareil, il y a un problème de Qui sécurité oserait attaquer un serveur chinois? je sais Pas les Chinois? pas les Chinois, non. Mais voilà, il peut y avoir. Ça montre aussi des nouvelles formes de dépendance technologique. L'intelligence, elle est déportée, en fait, elle est plus dans le cloud Bien sûr. que dans l'aspirateur en tant que tel. bien sûr, ouais. Donc c'est vrai que ça pose aussi Oui. d'autres types de problèmes de Ouais, sécurité. il suffit qu'il y ait une attaque quelconque sur le cloud pour que en fait, la majorité de nos appareils qui sont connectés s'arrêtent de fonctionner. Exactement. Quoi. C'est dingue hein, quand même. Ça fait un peu penser à 0D. Vous avez Oui, vu cette pas encore, série pas encore. avec Robert De Niro. Ah, je t'en dis pas plus. Ouais, Alors, ouais. je vais pas vous spoiler. Tu l'as vu ou pas, Damien? Pas encore, non. Pas mal. Ouais, je vois un peu le scénario. Bon, après, c'est critiquable parce qu'il y a toujours une partie Ah oui, non, spectacle, voilà, mais effectivement. Mais c'est vrai que sur le principe, si on est privé du cloud, et on va revenir à certains sujets, si on est privé du cloud, notamment américain, il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner chez nous. Ouais, c'est clair. Mais je vous la conseille, cette série. Elle est pas mal du tout. Bon, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve à la fin de quoi je me mail. Petit module bonus. Et tu vas nous raconter la guéguerre du Wi-Fi entre deux opérateurs français, 7. du Wi-Fi 7, Free Oui. et Bouygues Télécom. Exactement. Alors ces deux-là s'entendent pas bien depuis un moment, c'est pas la fiesta hein, Non. entre leurs deux dirigeants. Non. C'est pas terrible, mais là ils s'attaquent sur un truc. Bon voilà, bataille de chiffonnier ou vraie légitimité, ça sera notre module bonus que vous pouvez retrouver exclusivement en version audio de quoi je me mêle. Donc c'est dans le podcast et c'est la fin donc des deux modules précédents. Pour tous ceux qui sont avec nous à la télé ou sur YouTube, la deuxième partie de quoi je me mêle arrive tout de suite et on va parler de 5G+. Ça apporte quoi la 5G+? Ça y est, elle arrive en France. Eh bien, Lionel Paris va tout nous expliquer dans un instant. Merci d'être là et à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.